Alors, je vais expliquer un peu le dispositif du ciné-club, qui est un ciné-club un peu particulier, qui part de recréer une trilogie imaginaire qui n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que là, on est à la fin d'un cycle. Alors, qui a vu dans la salle, on va s'amuser à faire lever les doigts comme à l'école, qui a vu le premier film The Thing? Alors, ça, qui l'a vu en général? John Carpenter. Ah, The Thing. Oui, hein, The Thing, de la chose. Bon, alors, si j'ai choisi The Thing, si vous voulez, je vous fais un résumé de ce que j'ai voulu montrer avec The Thing. Alors, pour ceux que ça intéresse, les séances sont filmées par Alain, ici présent, et sont mises sur la chaîne YouTube d'Ibermundi. Moi, ce que je questionne, alors mon point de vue, c'est un point de vue philosophique et symbolique, pour faire très simple. De dire que les images nous racontent quelque chose du monde, et que finalement, des films, par exemple Carpenter, ce film est un film maudit, qui s'est planté totalement et qui est devenu un film culte. Et il ressort en 2019 à Cannes. Et ce film, il est, si vous voulez, dans l'air du temps. L'air du temps, Jung parle de l'inconscient collectif. Il parle d'un truc assez terrible, c'est de la méfiance qu'on a les uns avec les autres, et qu'on a, si vous voulez, et qui mène à terme à des scènes de guerre civile. Dans l'actualité, quand même, ces derniers temps, il s'est passé des choses, on s'est beaucoup méfié de son voisin qui éternuait, et au Stade de France, il y a eu des trucs assez bizarres, en termes de comportement humain. Donc si vous voulez, cette métaphore de l'extraterrestre comme étant effectivement une espèce d'altérité diabolique qui est un métamorphe, c'était un des premiers trucs qu'on voit dans les films d'extraterrestres. L'extraterrestre comme un danger. Et un miroir aussi de notre propre ombre, hein, c'est-à-dire que on dit toujours le méchant c'est l'autre, et ben vous voyez, ça marche merveilleux, il faudrait lancer le diaporama, et puis après ça va marcher, alléluia, merci à la technique d'avoir résolu. Voilà, le signe on l'a passé. Donc le méchant extraterrestre. Premier contact, qui a vu ce film? Alors là on est dans autre chose, hein, on est sur comment on communique avec l'extraterrestre. Puisqu'en fait dans The Thing, la fin de l'expédition scientifique, c'était qu'ils n'arrivaient pas à communiquer avec ce métamorphe. Là vous voyez c'est autre chose. Et là, les extraterrestres nous apprennent quelque chose. Et dans Solaris, on va passer à un niveau supérieur. Ils nous apprennent une conception du temps. Nous sommes toujours dans un temps très linéaire qui nous renvoie que... Et ça fait sens, puisqu'en fait, le point commun que nous avons tous ensemble, c'est qu'on va tous mourir. Vous êtes d'accord? C'est évident. Le film de nos vies va s'arrêter à un moment donné. Ce qui va nous différencier, c'est comment on va gérer et accepter cette finitude. Alors là, dans l'histoire de Premier Contact, ça passe par une conception cyclique du temps. Et c'est très intéressant de voir ce film, qui est un film aussi philosophique. Là, voilà, j'ai résumé un petit peu, donc je vais vous présenter un petit peu le dispositif, maintenant avec des images, parce que c'est toujours mieux de montrer des images au cinéma. Si maintenant ça va marcher, voilà, hop, on y va. Alors. Donc l'idée, hein, je fais des parallèles avec l'alchimie, c'est-à-dire l'alchimie à une époque, c'était une façon de montrer des choses avec des images et des codes couleurs, hein, et ça allait en général par 3. Vous avez aussi le tarot, qui est un livre d'images, et le yiking, qui sont aussi des façons de comprendre, pas tellement l'avenir finalement, mais le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nous ici et maintenant? Et donc, qu'est-ce que la question des extraterrestres, aujourd'hui, nous dit? Parce qu'en fait, dans l'histoire, Donald Trump, d'autres gens aux États-Unis ont déclassifié des dossiers sur la question des extraterrestres. Un rapport de la Fondation Rockefeller, qui existe de 2016, parle de 3 grandes menaces sur l'humanité. Un virus, un hacking et un crash Internet, et une invasion extraterrestre. Et je vous assure que c'est vrai. Donc ça veut dire que la question des extraterrestres inquiète des gens dans des fondations, inquiète des militaires, et revient au cinéma avec des films qui sont restaurés, Solaris a été restauré récemment. Voilà, donc mes références, c'est Carl Gustav Jung, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais c'est aussi l'idée, le monomythe de Campbell. C'est pour ça que quand on raconte une histoire, il y a toujours 3 parties, 3 grands moments. Finalement, la séparation. Donc, on va voir que le héros du film, il vit une séparation, il vit un deuil par rapport à quelque chose. On lui propose d'aller quelque part pour une mission. Et la grosse question de Solaris, c'est est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il ne revient pas? Et vous allez voir que c'est une des questions que je vais vous poser, parce que la fin de Solaris, alors qui a vu Solaris déjà parmi vous? Alors que cette fin est éminemment étonnante. Et donc soyez très attentifs à plein de choses que je vais développer après. Voilà. Alors,
pour avancer un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué rapidement, hein, l'idée des métamorphes. Alors, dans le deuxième, on avait des extraterrestres qui étaient plus comme une évolution d'une vie sous-marine. C'est-à-dire que l'idée de poulpes marins qui seraient partis dans l'espace, ou qui viendraient de la mer, on sait pas, le film de Villeneuve est un peu indécis là-dessus. Donc ça pose la question de la communication. Alors là, on est vraiment sur quelque chose moi, qui m'intéresse dans le cadre du cinéma, et qui était très présent dans le film que j'ai fait de cycle sur l'espace. Et 2001, c'est la question de la conscience. Et donc, vous allez voir que Solaris est un miroir de 2001 aussi par rapport à ça. Donc c'est toujours la question qui est commune, c'est qu'est-ce que nous apprennent les extraterrestres sur l'image. Alors c'est un film donc, qui est en 72 à Cannes, donc il est qualifié par la critique de film poétique, prix du jury à Cannes et restauré en 4K dernièrement par Potemkin qui a fait un coffret magnifique dédié à Henri Tarkovsky. Voilà. Tarkovsky, il est né en 1932, il est mort en 1986. Alors le fil d'Ariane du cinéma de Tarkovsky, c'est alors, je crois que c'est bien qu'on parle aussi de la Russie de façon positive en ce moment, hein, c'est-à-dire ne pas céder à une espèce de pensée un peu débile où on dirait il y a des gentils Ukrainiens et puis des méchants Russes. Il faut faire très attention à ça, parce qu'on nous rejoue des trucs du conditionnement pour désigner un ennemi diabolique qui n'est pas là en fait. Hein. Il y a quelque part du bien et du mal partout. Et l'âme russe est quand même quelque chose d'assez beau, d'assez noble, mais qui est basé sur quand même une certaine nostalgie. Hein, et un certain sens du sacré et du sacrifice. C'est-à-dire que Tarkovsky, il a dû quitter sa famille, quitter son pays, et effectivement, son cinéma est un miroir. D'ailleurs, le film d'après va s'appeler Le Miroir, il va répondre un peu à ce film-là sur un plan un peu plus intimiste. Et on va voir une poétique des 4 éléments. C'est-à-dire que Tarkovsky va filmer ce qui a intéressé les alchimistes du Moyen-Âge dans la question de la transmutation de la matière, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre et le feu. Les alchimistes rajoutaient ce qu'on appelle le 5e élément, hein, qui est un peu présent dans le film, on en parlera, mais c'est beaucoup plus subtil. Voilà. Et Tarkovsky est très attaché à la famille. Et effectivement, on est sur quelqu'un qui fait le deuil d'une famille qu'il n'a pas eue, qu'il a perdue. Le film d'après sera Tarkovsky revenant sur le deuil de sa propre famille, de sa propre mère. Voyez. Et il y a quelque chose autour du féminin dans le film, que je ne vais pas déployer plus, mais que vous allez ressentir hein, sur le rapport à la femme. Et effectivement, dans le cinéma de Tarkovsky, on a une vision de l'âme russe à travers l'histoire, mais on a ce côté un peu tragique qu'on a chez Dostoïevski, c'est-à-dire que l'histoire est une malédiction. Et c'est un peu ce qui se rejoue peut-être aujourd'hui, hein, avec la question de la Russie qui veut reconquérir la grande Russie. Effectivement, une adhésion en Ukraine, ça ne se fait pas d'aller envahir les gens, on est bien d'accord, mais il y a tout un truc qui se joue sur cette question de l'âme russe et qui est éminemment complexe. Voilà. Tarkovsky était quand même quelqu'un de pacifique qui n'aurait, je pense, pas du tout approuvé ce qu'a fait Poutine. On est d'accord là-dessus. Voilà. Alors, quelques images, je ne sais pas si vous êtes des... Est-ce que vous connaissez ce film de Tarkovsky? Oui. Voilà, un film intéressant, adapté science-fiction, celui-là. Le sacrifice. Ah, le sacrifice ou le miroir? Ah non, le miroir. Bon, celui-là et celui-là. Vous voyez déjà comment les éléments sont présents, hein, et le sacrifice le fond. Voilà. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de revoir le miroir après ce film. Enfin, faites cet effort-là, ça fait difficile. Je n'ai pas encore totalement compris. Il m'a beaucoup résisté, le miroir, mais je pense que vous allez voir, avec les explications qu'on va essayer de construire ensemble, ce film va vraiment vous apporter quelque chose. Voilà, alors, à la base, on est dans l'univers de Stanislav Lem. Stanislav Lem, il est soviétique, il fait des trucs, et il fait un très beau livre qui s'appelle Le Congrès de futurologie, et qui est adapté par Harry Folman dans Le Congrès que j'ai passé. Alors, revoyez s'il vous plaît Le Congrès d'Harry Folman à l'heure du métaverse de Mark Zuckerberg. Le film est assez prophétique, et Stanislav Lem pose des vraies questions sur la vie extraterrestre. Alors, à l'époque, effectivement, 69, Solaris vient après 2001. Et Tarkovsky va trouver 2001 un petit peu trop technophile. Et donc, à un moment donné, il va avoir moins de moyens que Kubrick avec Warner. Donc, il va faire un film, vous allez voir, qui est très intimiste. Alors, je ne vais pas trop vous divulgacher, mais vous allez voir qu'il y a... Mais en même temps, les films peut-être se rejoignent sur la question du rapport à la conscience. Voilà. Voilà, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros problème. J'ai plein de... Alors, après, à un moment donné, je vais vous montrer plein d'images. Et là, on a fait un saut dans le temps, parce qu'on parle de temps. Voilà, donc ça, c'est là après. J'ai dû... Voilà, ça va. Alors, il y a une trahison. C'est-à-dire que comme, finalement, une bonne adaptation est une bonne trahison. Alors, les éléments de trahison par rapport au livre... Alors, personne n'a lu le livre de Lem, j'imagine, parmi vous. Ah, quand même, c'est intéressant. Donc, du coup, je vous donne quelques petits trucs. Vous me dites si j'ai... Peut-être que j'ai oublié des trucs.
Ce qui intéresse Tarkovsky, on l'a vu, c'est la tragédie et la métaphysique. Et Lem, c'est Lem qui va dire, ouais, en fait, il a pris mon film, il l'a mélangé avec Crime et Châtiment de Dostoïevski, hein, au niveau de la somme de dialogue et des introspections. Lem, il va s'interroger sur la rencontre de l'humanité avec une intelligence extraterrestre. Alors Tarkovsky, lui, il s'interroge sur les limites de l'esprit humain. Et l'idée qu'on va voir qu'on est dans un simulacre. J'en dis pas plus, hein, parce que là, je ne vais pas vous inclure. Et par contre, vous avez Soderbergh, parce que vous avez vu le remake de Soderbergh. Et Soderbergh, lui, il a une autre interrogation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire d'amour. Vous allez voir que là, on peut en discuter d'ailleurs, hein, de comment vous allez vivre, revoir cette histoire d'amour, comment la percevoir. C'est pas la même perception que dans le film de Soderbergh. Et le sens du film, il est là dans la différence de traitement. Voilà. La musique est une musique assez étonnante. Alors, il y a deux musiques. Il y a la musique du début, hein, de Bach, c'est le prélude, les chorales en la mineur. Et puis vous avez la musique électronique de Édouard Artemiev. Et c'est cette musique, si vous voulez, qui va rendre perceptible Solaris. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'il n'a pas forcément les moyens techniques d'habiter, de créer une nouvelle planète, il va utiliser la musique avec certains plans que vous allez voir, de l'eau, mais vous avez une ambiance. Et effectivement, on va retrouver Artemiev dans des films qui sont des films complexes, qui sont Stalker et Le Miroir. Voilà. Donc, j'en ai quasiment fini. Le propos, si vous voulez bien prêter au jeu de la discussion, c'est de regarder les différents personnages, on les passera en revue. Ces personnages, c'est un personnage, ils masquent quelque chose, ils ont des intrigues, des arcs narratifs et des propos particuliers. On reverra certaines images clés symboliques. Alors souvent, c'est pas fait exprès, les cinéastes le font là, il le fait vraiment exprès. Il y a vraiment une vision du symbolique qui est très chouette. Et après, effectivement, on essaiera de voir quel est le sens du film et quel est le sens de la fin. Voilà. Alors pour ceux qui ne peuvent pas rester, parce que bon, effectivement, c'est une séance qui va nous amener après minuit, je vous donne deux indications pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc la séance est mise sur une chaîne YouTube qui s'appelle Libermundi. Vous trouverez ça très facilement. Voilà. Ceux qui veulent être tenus au courant, je fais une newsletter avec un certain nombre d'éléments de films à voir. Vous pourrez me laisser éventuellement votre email à la sortie. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection et je vous prie de nous expliquer pour le petit retard. Voilà. À tout à l'heure et bon voyage. C'est très étonnant, c'est plus du tout dans les canons de cinéma d'aujourd'hui. Hein. Soderbergh en a fait une version je crois, à ce moment-là, qui est totalement différente. Donc on ne va pas s'amuser trop à les comparer, mais on voit comment le cinéma américain peut remixer des choses qui sont et les simplifier. Bon, après, si les gens qui ont vu Soderbergh ont vu celui-là aussi, c'est bien. Ça fait partie d'une scène comme la musique. Voilà. Donc je ne sais pas si vous découvrez le film, du coup, là, les gens qui restent un petit peu, ou comment ça se passe ça? Moi, je l'ai vu il y a très très longtemps. Ouais. Je le découvrais quand même. Alors, vos Surtout la fin, je me souviens plus de la fin. Ah, la fin, elle est étonnante, la fin, quand même. Elle est étonnante, mais on va en parler, parce que c'est comme la fin de 2001, si vous voulez. Même s'il veut faire autre chose que 2001, il crée quelque chose qui est un ovni cinématographique. Voilà, tout à fait. Votre réaction sur le film tout de suite. C'est assez difficile à décrire, c'est assez hypnotisant Ouais. comme film. Voilà. L'idée que alors, le cinéma, c'est la sonnerie qui dans Europa anime le truc en système. Le cinéma est contemporain de la psychanalyse. Si vous voulez, la psychanalyse, c'est le début de l'hypnose. On utilise éventuellement le pendule. Et le cinéma nous met dans un état d'hypnose. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont dormi pendant le film. Un peu, hein, un petit peu, on médite, on met. Et alors, ça tient à quoi d'après vous cette question de la. Oui, ce que vous avez décrit. C'est dû à quoi? C'est un peu le propre de l'œuvre cinématographique de Tarkovsky, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de poésie qui a mis une ambiguïté totale. Qui est très caractéristique, c'est cette forme de patte. Enfin, c'est dur à décrire, mais... Allez-y, essayez. Voilà, mais bon, après, peut-être que c'est pas facile, les mots. Ouais. C'est pour ça que le cinéma existe, hein, c'est qu'à un moment donné, les mots, et Stanislas Lem forcément a été déçu, parce que lui, il utilise les mots, et Tarkovsky, il écrit avec des images, donc forcément, c'est pas pareil. Hein, on est bien d'accord. Donc, Lem, lui, il est, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure,
il est dans la méta. Hein, et Soderbergh, il va être dans le contraire. Il va être vraiment dans l'histoire d'amour, le happy end, le film un peu hollywoodien, quoi. Et alors la force de Tarkovsky, c'est qu'il se situe dans les deux. En fait, il relie les deux. Il y a une espèce de tissage, de tricotage qu'il arrive à faire entre les deux, qui forcément étonne. Hein. Bon, il n'est pas dans le film hollywoodien. Ah bah totalement pas. Oui, non, vu la durée, vu la lenteur des plans, hein, l'écriture. Alors d'autres réactions, Elsie, là on est entre nous, profitez-en pour les gens qui lisent. Pour moi, c'était donc un homme qui n'arrive pas à vivre dans le présent, qui a besoin d'aventure, qui a besoin de passion, et donc il se lance dans le futur, qui est donc la mission, ou représentée par cette mission de l'espace, pour rechercher le contact qui n'existe pas encore. Et une fois dans le futur, se retrouve coincé par son passé, qui vient donc le hanter, voilà. Oui. Et donc il se retrouve coincé, et donc à ce moment-là, il doit se défaire donc, de son passé, donc il doit régler les problèmes qu'il n'a pas réglés. Lui pense que c'est que comme ça qu'il pourra après aller dans le futur, mais en fait c'était pour mieux vivre dans le présent. Et donc c'est-à-dire arrive à se débarrasser donc, de son passé, à être un avec son passé, et donc peut enfin retourner sur Terre pour vivre dans le présent. Et en fait, c'est pas le futur dont il avait besoin, c'était donc ce présent. Par contre, là où je suis pas sûr, il ne revient pas sur Terre. Ah, bah là, alors là, bon, c'est la dernière question qu'on se posera avant de se quitter. Voilà, c'est ça. Oui, je vous laisse résumer. En même temps, je remets le PowerPoint. C'est intéressant votre résumé. Moi, je pense que vous avez vu la problématique. C'est une problématique sur la question du temps. On avait déjà dans le film précédent de Villeneuve, qui est intéressant. Comme dans tous les films de Tarkovsky. Oui, c'est ça. On est d'accord que c'est quelque chose qui est totalement bien sûr. Ok. Alors maintenant, on va reprendre le fil. Vous avez bien résumé, donc merci de votre intervention, c'est assez clair. Et le film n'est pas forcément clair, c'est sûr, ça nous perd. On va essayer d'éclairer rapidement en parlant des personnages. Alors, Chris Kelvin, qui est joué par Donatas Banionis, qui est une espèce de type. Je vous laisse en parler de ce Chris Kelvin. Ça sera la version américaine, c'est M. Wattels qui joue. Donc ce personnage, vous avez déjà développé un peu des éléments de sa problématique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce personnage? Son enjeu, la rapidité. Mais en tout cas, il est psychologue. Normalement, son but, c'est d'aider les autres psychologiquement, alors qu'on va voir que c'est lui le patient, finalement, de toute cette histoire. Oui, bien vu, bien vu. La psychologie, la psyché, c'est l'âme. C'est la question, alors oui, l'âme russe, la question de la nostalgie. Et effectivement, donc il y a la question du trauma. C'est-à-dire que, en langue des oiseaux, on dit que l'infirmière était infirmière. Quelqu'un qui devient psychologue, c'est que quelque part, à travers son métier, alors soit il a vécu un trauma qui l'aide justement à comprendre les autres, mais là on a l'impression que ce trauma, il n'est pas totalement guéri quand même. Et que justement la fonction miroir de Solaris va être de réactiver quelque chose sur un process que vous avez un petit peu décrit tout à l'heure. Ok, ouais. D'autres choses sur son... Est-ce que c'est un héros? Est-ce qu'on arrive à s'identifier à ce personnage? Est-ce que... Oui. Ouais, tout le monde? Pourquoi oui? Alors, madame. Oui. Non. Enfin, moi, je ne peux pas m'identifier à lui. Oui. Et en fait, je sens un enfant chez lui. Un petit garçon perdu. Et il se reprend souvent. Mais il a un regard tellement triste à la recherche de sa mère, à la recherche d'une attache féminine importante, qui est la mère. Et c'est un fil conducteur dans sa vie. Totalement. Alors surtout que le film d'après, je l'avais dit dans la présentation, ça sera le miroir. Vous voyez le nombre de scènes où il est face à un miroir avec Carrie. Vous voyez le mot miroir est employé dans le film, et le miroir sera la question du rapport à la mère, tout à fait.
Donc la mer revient plusieurs fois, revient 2 fois, dans des teintes de couleurs qui évoquent le passé, qui évoquent des teintes bleutées, qui évoquent la question de l'élément eau, la naissance, voire la renaissance. Et effectivement, il y a une problématique. Alors après, est-ce qu'on est dans l'Oedipe? Est-ce qu'on est dans... Moi, je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise avec les analyses freudiennes. Je suis plus, si vous voulez, à l'aise dans mon analyse, dans les analyses jungiennes. Alors, en 2 mots, le complexe d'Oedipe, selon Freud et Jung, vous êtes à peu près où? J'ai besoin de préciser un petit peu ou pas? La différence entre les deux? Ouais, parce qu'en fait, si vous... ouais, je vais préciser rapidement parce que je pense que ça se joue là-dedans. C'est-à-dire le rapport à la mer chez Freud, on est dans l'ordre de la libido, de la sexualité. C'est la question du désir inconscient de sa mère, du conflit avec le père. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais disons qu'à un autre niveau, Jung a expliqué que l'idée de vouloir coucher avec sa mère, c'est plutôt l'idée de vouloir renaître finalement. Coucher avec sa mère, c'est techniquement la pénétrer, ce qui se fait dans certains trucs un peu pervers, mais on est dans la perversion, on n'est pas dans la normalité, les incestes ou des trucs comme ça, donc ça existe malheureusement, bien entendu. Mais l'idée que l'être humain a cette attirance, c'est que la mère, c'est la matrice, c'est notre origine. Et à un moment donné, l'être humain, dit Jung, il renaît par le rapport au féminin. Ça, on va en parler quand on va parler du personnage féminin, forcément. Alors, rapidement, effectivement, c'est ce que vous avez dit, le psy, la question du deuil, la peur du futur, l'idée de vivre dans le passé et de ne pas être dans le présent. Le présent échappe. Pourtant, le présent, c'est tout ce qui existe. Si je comparerais un élément du tarot tout à l'heure, effectivement, le tarot nous aide à comprendre le présent ici et maintenant. Donc, quelques images, vous voyez, que j'ai prises du personnage. Voilà. Et donc, je le rapprocherai un peu de cette image. D'ailleurs, il y a le chien qui est présent. Alors, vous connaissez un peu le tarot, la symbolique du... je vous ai mis le... Alors, il y a plusieurs... Il y a le mat, échec et mat. Quand on est échec et mat, ça veut dire qu'on est en situation de blocage. Le mat, Le mat, c'est la folie. Et lui, il a 2 doigts quand même à la fin. On voit que dans sa tête, ça délire pas mal. On en reparlera. Et il y a quand même cette idée, il va de l'avant, il a une mission. Alors, vous avez compris sa mission, c'est de diagnostiquer est-ce que cette mission, elle a encore une raison d'être avec tout ce qui s'est passé, tous ces phénomènes un peu bizarres, ces scientifiques qui sont un peu perdus, c'est la science solaristique, voilà. Et à la fin, alors pourquoi il y a cette référence à Sisyphe à la fin, d'après le mythe de Sisyphe, par rapport à son parcours? L'éternel recommencement. Oui, l'éternel, le recommencement, le rocher qui retombe, Carrie qui revient tout le temps. Et donc, comment il va supporter cette Carrie? Comment il va supporter? Effectivement, on se dit, mais bon, mettons qu'on perde quelqu'un et qu'on revive le retour de cette personne. Et chaque fois, vous avez vu, ça se passe mal, quand même, quelque part. Alors, sauf qu'on va essayer de... On va en parler justement de ce personnage. Alors, rapidement, le personnage du père. Alors, quelle est sa fonction, le personnage du père, dans le film? On le voit au début et à la fin. Est-ce qu'il est important ou pas? Il représente la culture, les livres. Ouais, tout à fait. Et à la fin, les livres, ils prennent l'eau, vous avez vu. On voit la symbolique de l'eau. Ou la relation Ouais. avec... comment il s'appelle le Chris. Chris, oui, avec Chris sur Terre, Ouais. dans le présent. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui reste de sa famille. C'est ce qui reste de sa famille. Effectivement, sa mère est morte, sa femme est morte. Et il reste le rapport au père, la maison, l'ancrage. Est-ce qu'ils ont des rapports... à la fin, il y a quand même un geste très fort à la fin, qui fait aussi vis-à-vis, c'est une espèce de... Comment on peut l'analyser, ce geste avec le père à la fin, justement? Mais si le père, c'est un peu... ça représente un peu la raison, et la partie de la mère, c'est l'amour pur. Mais là, on peut voir les deux en train de se mélanger, un peu de se curer, on dit curer. Oui, se mélanger. C'est ce qu'on appelle en alchimie, c'est intéressant ce que vous dites, c'est la conjonction des opposés. Les trucs qui sont opposés, à un moment donné, ça se réunir.
Oui, Il est à genoux en plus. il est à genoux. Donc il y a peut-être ce côté de soumission, un peu. Il y a peut-être ce côté Ouais, d'essayer de retrouver quelque chose qu'il Ouais. n'a justement jamais Ouais, eu avec son ouais, père. tout à fait. Une relation peut-être qu'il a eu avec sa mère, mais qu'il n'a qu'il n'a jamais pas eu eu. avec son père. Voilà, donc il y a quelque chose qui manque, hein, voilà, on en reparlera à la fin de ça. Alors, alors effectivement, c'est rigolo parce que dans certaines traductions du film, dans la version précédente, elle s'appelait, ils avaient traduit Carrie par Ariane. Intéressant parce que Ariane, c'est le fils d'Ariane hein, dans la légende. Voilà. Là, on n'a plus Ariane, j'ai remis moi Ariane. Hein. Donc effectivement, alors, elle est jouée par Natalia Bondarchuk, qu'on va retrouver, je crois, dans le miroir, qui va jouer la mère de Tarkovsky dans le miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui a donné le roman de Stanisław Lem à Tarkovsky. Donc si vous voulez, Tarkovsky, il a écouté, c'est intuitif, il lit le roman et c'est cette femme, et elle voulait jouer ce personnage. Vous voyez, donc c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage de femme? Je vous écoute. Madame, par exemple, qui entend le... Alors, elle est particulièrement douce, sage, et elle s'interroge. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Qui est-elle? Elle n'est pas du tout dans le personnage de la mère. La mère est la protectrice. Il recherche la mère pour cette protection. Et là, il recherche cette femme pour une question. Une question pour laquelle il n'aura jamais de réponse. Parce que cette éternelle mort et cette éternelle renaissance le plonge dans un désarroi qui l'empêche de... qui l'empêche d'avancer, et c'est sa mère, c'est la protection de sa mère qui peut simplement le sécuriser, le remettre les pieds sur la terre, d'une certaine façon. Enfin, Oui, ok, c'est une lecture. Il y a aussi de la pureté. Ouais. Vous avez compris pourquoi elle s'est suicidée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évoqué dans le film un petit peu? C'est la piqûre. Hein. Oui, c'est une trace de ça, sans doute, oui. Mais quelle a été leur histoire? Enfin, est-ce qu'on arrive à reconstituer leur histoire d'amour et puis pourquoi elle s'est suicidée dans le film? Est-ce que ça apparaît un petit peu? c'est un abandon. Un abandon, ouais. Elle se sent abandonnée. Il est parti, qu'est-ce Il qui était s'est muté, je sais pas quoi. Ouais. Et puis il y a quand même un rapport un peu conflictuel à la mère. Hein. Ouais. Apparemment, elle n'a pas été acceptée. Effectivement, on est dans un truc un peu classique d'un enfant unique qui a un rapport fusionnel avec sa maman. Et peut-être que la question du féminin, de la reproduction, il y a peut-être une peur de l'engagement, et effectivement l'épreuve que Solaris, parce qu'en fait, bon, c'est elle l'extraterrestre, on est d'accord, hein, dans le film. Hein. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les autres, ils ont des apparitions, mais elles sont hors champ. Contrairement peut-être au film de Soderbergh et une pièce de théâtre que j'avais vue à Avignon qui était très très belle, où là on personnifiait. Les autres, ils avaient, c'était le père pour l'indice scientifique, alors c'était son fils. Et c'était des gens qui étaient morts dans des situations pareilles, où ils étaient impliqués, c'est-à-dire où il y avait eu une carence. Une carence de ce que je veux dire, de l'attention légitime qu'on est censé porter aux gens qu'on aime, vous voyez ce que je veux dire. Et la planète travaille ça, c'est ça qui est quand même assez beau hein, dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est le contraire de The Thing, je ne sais pas si on compare le film à The Thing créait des espèces de métaphores, de métamorphes physiquement dégueulasses qui bouffaient les gens, hein, et les exagéraient. Là, c'est plus une torture psychologique, mais dans le sens où peut-être ça peut faire aussi avancer. Dans The Thing aussi, on ne savait pas qui était le monstre. Voilà, tout à Il y fait. avait toujours la question de Puis ça d'où ça pouvait être son venait, meilleur ami. totalement. Mais là, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une chimère? Une chimère, c'est de quoi? Vous avez compris, scientifique. Alors, la science essaie de donner des noms. Là, il y a une explication scientifique qui est dans le bouquin de Lem. Elle est composée de quoi, elle? De neutrinos. De neutrinos. Des antiparticules. Des antiparticules. Vous voyez la question de... Alors là, c'est intéressant parce qu'en alchimie, on parle vraiment de la conjonction du soufre et du mercure, par exemple. Hein. C'est-à-dire le soufre, ça serait des neutrons, et le mercure, ça serait des neutrinos. On pourrait faire un parallèle comme ça, sur toute la physique quantique. Hein. Après, on va rentrer dans les détails, mais à donner des éléments de dire voilà, que l'énergie et la matière, c'est des états différents. Hein. Ce n'est pas des choses totalement opposées. Donc, il y aurait quelque chose d'intéressant.
Et souvent, effectivement, quand la matière et l'antimatière se rapprochent, ça fait soit un super truc, soit ça pète. Donc c'est vrai, et c'est toute l'histoire de l'homme et de la femme, du yin et du yang. C'est-à-dire comment faire pour que les opposés se complètent, que le soleil et la lune aillent ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a des polarités différentes. Donc c'est intéressant. Bon, ce qui est un petit peu inquiétant, et c'est la question de la mémoire, vous avez remarqué que plus ça va, plus elle se remémore, mais aussi plus elle prend conscience d'elle-même en tant que monstre. Elle le dit, est-ce que je te répugne? Donc si vous voulez, il y a à la fois ce personnage, contrairement au monstre de The Thing, qui était une espèce de machine chaotique qui voulait engloutir tout, hein, une belle métaphore de la société de consommation, finalement, où on consomme. Elle a à la fois une conscience d'elle-même, mais aussi de ce qu'elle peut être comme... Donc en fait, les deux vont grandir en conscience, c'est ça qui est très chouette. Alors effectivement, vous voyez, des scènes comme ça, on n'est pas dans le film d'horreur, mais on est dans... Voilà, elle a pris l'oxygène liquide, et quand on voit le processus de résurrection, l'autre dit, mais je ne peux plus de voir ça, c'est effectivement un peu éprouvant, hein, d'avoir toutes ces scènes. Alors, et puis cette phrase quand même, ta venue est peut-être une torture ou un cadeau de l'océan. Alors du coup, maintenant que vous avez vu la fin du film, c'est la torture ou un cadeau? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une solution pour dépasser. Ouais, monsieur. Ouais. Non, je dis, ça dépend des moments, des moments du film. Au début, il est heureux de la retrouver, surpris, heureux, et après ça devient très vite une torture. Ouais, c'est vrai. Et à la fin, après moi, il se rend pas compte qu'il est bloqué sur l'océan. Alors bloqué, alors est-ce qu'il se libère d'elle à la fin? Voilà, la fin, on va se garder vraiment la tête de la fin. Mais je pense que c'est ça, si c'est une torture ou un cadeau, ça dépend de la fin. Ouais, ça dépend de la fin. Bon, alors on va se le garder un petit peu pour la fin. Juste pour vous dire que le concept jungien qui est vraiment derrière ça, je pense que c'est la question de l'anima, hein, c'est-à-dire la part, on voit bien hein, entre le fait de la part opposée, la part complémentaire. Hein. C'est-à-dire son âme sœur, d'où l'idée d'avoir loupé une relation finalement. Alors, on a effectivement Jung nous montre, les alchimistes nous montrent effectivement le soleil et la lune, la conjonction des opposés, hein, dans une relation de couple harmonieuse basée sur la complémentarité, voire, alors après c'était des métaphores de complémentarité de métaux ou d'éléments. Voilà, ça c'est important. D'une certaine façon, il vit ce qu'il n'a pas vécu, ce qu'il a loupé. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, c'est une citation de Jung que je vous traduis, c'est au milieu de la vie, c'est à notre personnage, quoi qu'il se passe, effectivement, la perte de l'anima, hein, c'est ce qu'il a vécu, amène une diminution de la vitalité, hein, de l'adaptabilité et du sentiment de compassion. Hein. Ça c'est intéressant parce qu'en fait, Jung nous montre que l'homme qui à un moment donné devient un homme solitaire, devient un misanthrope finalement, il se coupe de certaines forces de vie. Hein. C'est un peu ce qui se passe dans le film de Carpenter finalement, on n'a que des mecs qui sont en plus dans un univers de glaciation, de froid. Donc c'est tout à fait ça. Voilà, et la citation de lui, je la trouve intéressante. Alors, vous vous rappelez de lui, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Alors moi j'ai dit que c'est le mentor, parce que dans tous les films, si vous voulez, de héros, on a un mentor. Hein. Là, le problème, c'est que le mentor, il est mort. Alors, quelle influence ce Gubarian il a eu sur Chris? Il est devenu fou, enfin il dit qu'il est devenu fou, enfin il dit qu'il n'est pas devenu fou, mais qu'on l'a traité de fou. Peut-être que, justement, il lui est arrivé la même chose que Chris, c'est-à-dire un passé qui est revenu et qui petit à petit... Et oui. Parce que le problème de la pensée scientifique, c'est que la pensée scientifique, elle est très mal à l'aise avec le surnaturel. Hein? Et donc, du coup, est-ce qu'on accepte de voir les choses? Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jamais on va prouver, si vous voulez, à la télévision, l'existence des morts ou l'existence de la réincarnation. Pourtant, il y a un paquet de gens qui ont vu des morts. Il y a un paquet de gens qui savent qu'ils sont réincarnés plusieurs fois sur Terre. Mais ils le savent. Mais on ne le prouve pas parce qu'il n'y a pas de moyen de le prouver. Et ben voilà. Et Jung, à la fin de sa vie, il dit un truc très chouette. Il parle il dit, mais moi, je sais, hein, au sens de la connaissance de première main, je l'ai vécu, je l'ai vu.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'expérience de première main, et donc ça va heurter un cerveau scientifique. Hein. Donc ce mentor, finalement, ben, il a formé Chris jusqu'à un certain niveau, mais là, ben, Chris, il est tout seul, il doit se débrouiller. Alors après, il y a deux autres personnages, il y a Snout. Alors Snout, sa position vis-à-vis de la science, elle est quand même un peu paradoxale, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'ailleurs Snout qui est le plus proche de Chris. Hein. Alors qu'est-ce qu'on veut dire de ce personnage, rapidement? Est-ce qu'il a une conscience quand même de quelque chose, hein? Parce que bon, l'autre personnage, c'est Sartorius. Alors lui, Sartorius, il est particulier. Celui-ci, il refuse, Ouais. et l'autre, il sait, Ouais. mais il a peur. Ouais. Il a peur d'accepter quelque chose d'étrange. Lui, alors, vous vouliez faire un parallèle avec Stalker de Tarantino? Non, c'était juste le même acteur. C'est le même acteur, tout à fait, oui, mais des fois il y a des petits clins d'œil. Hein, sur le... Alors c'est intéressant de voir Stalker aussi. André Roublev, des images d'André Roublev, Si, des il y a portraits des d'André références, Roublev. forcément, hein, dans la bien sûr. Alors c'est intéressant, lui c'est celui qui veut faire des expériences, c'est le scientifique, j'ai envie de dire bête et méchant. L'autre, c'est le scientifique un peu plus rock'n'roll, il porte une de cuillère, il se pose des questions, il est beaucoup plus proche de Chris. Hein. Et à un moment donné, il se dit, bah, la science, lui, il a, si vous voulez, il commence à porter l'idée qu'avait sorti Rabelais, c'est que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc là, on a un couple de scientifiques qui reste, qui est totalement dialectique au sens où il y en a un qui voit, et c'est un des propos de Tarkovsky dans le film, de montrer les limites de la raison face au surnaturel. Et qu'à un moment donné, il faut peut-être se rendre à autre chose. Voilà. C'est intéressant, hein, les dialogues pour ces personnages. Alors, la question du miroir, voilà, hein, c'est-à-dire, c'est intéressant. Hein. Il est face à un tableau, hein, il est avec sa mère, et je ne me souviens pas de ton visage. Et donc tout le film d'après va explorer cette phrase-là. C'est quand même beau hein, de voir comment il y a un fil conducteur dans les films de Tarkovsky il a fait 8 films à peu près, mais il y a quand même quelque chose. 7. Alors après, il y a le film, vous avez vu le documentaire de Chris Marker sur Tarkovsky, qui est magnifique. Alors, c'est pour ça que je disais 8, parce que c'est tellement chouette ça que vous l'avez en bonus dans l'édition DVD du Sacrifice. Vous voyez ce film. Et est-ce que vous direz que, là vous avez fait le parallèle, le Solaris et le Miroir, vous direz que les autres films aussi ou... Ah si, il y a un lien. Même chronologiquement, entre André Roublev il y a un lien. C'est l'évolution de la conscience de Tarkovsky. Enfin, il ne fait pas de compromis, c'est-à-dire que les films, c'est des miroirs de ces états-là, mais il a toute une évolution qui va au sacrifice même de sa vie. Et Marker, j'adorais Chris Marker et le travail qu'il faisait dans le documentaire. Le film de Marker sur Tarkovsky est bouleversant. Marker a compris. Même pour tout ce qui est toutes les scènes de lévitation, dans chacun de ces films, il y a intéressant. Tarkovsky, il y a toujours des scènes de sacrifice. Sortir de la gravité. Le miroir. Et oui, parce que c'est la question de la conscience. Pas mélancolia, mais nostalgia. La scène de gravité, elle arrive effectivement. Alors, c'est sûr que quand on est dans l'espace, on échappe à la gravité terrestre, logiquement. Hein. Et il y a l'idée, on fait le lien, de l'attraction de cette planète, qui peut mener donc à une différence de gravité. On peut, selon les planètes, on pèse plus ou moins lourd, hein, ça c'est un phénomène. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la représentation de Solaris dans le film? Alors là, ça a beaucoup déçu Stanislas Lem. Après, il y a des éléments techniques. Il n'avait pas le budget de Kubrick pour 2001. Est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on voit de Solaris? Est-ce que vous avez été... votre opinion? C'est un personnage du film, la planète. On ne peut pas passer à côté. Alors, votre analyse, vision... Non, c'était particulièrement envoûtant. Ouais. C'était particulièrement... c'est le moment où... Vous, ça a marché avec vous. Est-ce qu'il y a des gens avec qui ça n'a pas marché? Très bien, moi. Ah ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que je pense que les gens qui sont restés, ils ont envie de... Ce qui serait intéressant de voir, il y a des gens qui sont partis pendant le film, il y a des gens qui, effectivement, à un moment donné, n'ont peut-être pas envie de se prendre la tête comme on fait là aussi, ça arrive, parce que... Hein, non, à la fin de la première partie, il y en a qui sont partis. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a 2 parties. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, bon, après, c'est un film difficile. On peut venir demain pour la deuxième partie. Voilà. Alors, donc moi ce qui est juste intéressant, parce qu'il ne faut pas qu'on finisse trop tard non plus, je regarde. Ah ouais, quand même, bon. Allez, on a un quart d'heure. Donc rapidement, puisque c'est un des points, moi je suis parti de ce qui était marqué et qui est dit, hein, c'est de la matière protoplasmique. Alors, c'est quoi le protoplasme? Bon, je prends une définition, c'est un matériau incolore qui comprend une partie vivante d'une cellule, y compris le cytoplasme. Bon,
si vous voulez, il y a l'idée de quelque chose qui est vivant. Hein. Et puis au début, on évoque la question d'un cerveau géant. Hein. Donc une science dédiée, la solaristique. Cette science, elle n'arrive pas à démontrer, c'est ce que je vous disais, on n'arrive pas à prouver la réincarnation, on n'arrive pas à prouver la vie après la mort. Vous voyez. Donc elle est vachement emmerdée, puisqu'en fait, la planète génère, alors vous avez compris, elle capte les ondes cérébrales, et à partir. Et alors après, ça c'est quelque chose qui est intéressant, puisque beaucoup de gens nous disent que la pensée est vivante. On a notamment chez Lynch ou dans la théosophie l'idée que certains tulpas créent des homunculus avec la pensée. On crée des choses. Donc c'est intéressant, cette idée-là. Hein. Donc, et effectivement, est-ce que Solaris ne serait pas un avatar de Dieu? Finalement, Solaris, comme Dieu, recrée la vie. Hein, et recrée la vie dans un sens peut-être rétributif pour... Il y a du karma, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que Kelvin et les autres, ils règlent leur karma aussi par rapport à leur karma, c'est-à-dire les conséquences. Cette femme, il l'a délaissée. Là, il se prend dans la gueule toute la souffrance qu'il n'a pas vue quand elle s'est donnée la mort. Oui. Donc il y a quelque chose qui est quelque chose de métal, hein, et qui était le propos de Lem un petit peu, mais pas aussi métaphysique que Tarkovsky le montre dans le film. Alors, quelques images clés rapidement. Bon là, je vous l'ai montré, je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Ce que je voulais vous montrer, c'est la forme spiralée qui arrive à un moment donné. La spirale, si vous voulez, en alchimie, c'est une forme d'évolution. C'est-à-dire, en fait, on tourne en rond toute la vie de l'être, le mat dans le tarot, en fait, et il passe à travers les différents arcanes, donc il fait tout un chemin, il revient des fois, plusieurs fois. Mais l'idée, c'est que quand on tourne en rond, il y a une énergie, on monte. Donc cette idée d'une évolution, de quelque chose qui est en train, une onde de forme très puissante, la spirale. Hein. Donc la symbolique, elle est présente dans l'image. Voilà. Voilà, je vous ai montré quelques spirales par rapport aux planètes en alchimie. Il y a l'idée du serpent qui se mord la queue aussi. Il y a le symbole du temps. Hein, et le film parle de la question du temps, puisqu'en fait, quand il est avec sa mère, il y a la question du temps, du calendrier qui apparaît. Donc là, on a la station spatiale. Vous voyez, par rapport à 2001, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Elle est totalement circulaire aussi, c'est assez rigolo. Hein. Cette forme, Jung disait que le cercle, c'est la vision de la complétude. Hein, et on a un peu dans 2001 aussi, cette vision de la station circulaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un cabinet, dans une bibliothèque, vous avez un crâne, un memento mori. Donc le film va être aussi là-dessus. Rappelle-toi que tu es mortel et qu'il y a quelque chose d'immortel aussi qui existe potentiellement quelque part. Mais comment ça s'articule les deux? Et puis c'est toute la connaissance. Lui, il cherche dans les bouquins. Dans les bouquins, il n'y a pas tout. Car en fait, ce serait la différence entre le savoir. Hein. Alors après, effectivement, on mettait le ça. Tu sais que le seul truc qu'on sait, c'est qu'on va mourir. Mais on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on peut savoir avant de mourir? Oui, et là, d'être face à des êtres qui sont morts, qui reviennent, ça pose la question de ça, concrètement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi ce tableau arrive à un moment donné dans le film? Alors, c'est un tableau de Bruegel, l'ancien. Dans le XVIe siècle, vous le trouvez exposé en Belgique, à Bruxelles notamment, au Palais des Beaux-Arts. Pourquoi Tarkovsky va illustrer ce tableau? Il va même, dans la façon dont il filme, il va le mettre en scène, le tableau, à un moment donné, dans le film. Alors pourquoi ces citations? Il y a 4 tableaux dans la bibliothèque, mais pourquoi celui-là? Qu'est-ce que ça peut montrer? Alors, des idées ou pas? Pas facile. Mais... Il m'a semblé que la maison de la famille, c'est la même que celle-ci, que cette maison-là. Ça peut représenter. Alors, c'est une maison qui ressemble. Il y a le lac aussi. Ouais, le lac, je pense que ce tableau-là, il sert aussi de concentration de l'ensemble des images portées dans l'esprit de cet homme. Ouais. Avec l'idée aussi, effectivement, qu'il y a des chasseurs. Hein, on est sur une salle de village. Les chasseurs, ça peut être les scientifiques qui arrivent, ils ont des chiens quand même. Donc ils arrivent vers un nouvel espace, peut-être aussi. Moi, je donne une autre lecture, mais les deux sont jouables aussi. Donc c'est l'idée peut-être de la conquête. C'est l'hiver aussi. Ça peut être dans The Thing. Hein. The Thing, c'est ça, en hiver, ils arrivent, et il va se passer des trucs, ils vont être confrontés à quelque chose. Hein. Quelque chose qui est la rencontre de l'autre, hein, de
de l'autre village. Hein, dans le film de Kubrick, c'est les rencontres entre les singes des différentes tribus, les rencontres dans l'espace entre les gens du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest, c'est la rencontre de l'autre différent. Qu'est-ce qui se passe, hein? Chasseurs dans la neige. Alors la neige, ça évoque effectivement aussi le froid et l'hiver, la glaciation des sentiments, la fatalité, le destin, peut-être qu'il va se passer des choses tragiques. Donc c'est un élément un peu de suspense, ce tableau, qui rappelle en alchimie la question de l'œuvre noire, c'est-à-dire la confrontation avec la violence, et l'homme est potentiellement, vous voyez là, ces chiens ils sont rouges un petit peu, eux ils sont noirs, puis il y a quand même les corbeaux qui arrivent, vous voyez, donc il y a quelque chose peut-être de fatalité qui pourrait arriver. Et effectivement, la question de la solaristique, c'est qu'est-ce qu'on fait face à une planète comme ça? C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, on veut la détruire, on veut l'attaquer, mais là, on n'y arriverait pas. Le rapport à la nature, hein, il y a énormément de plans de l'homme face à la nature, ça c'est très beau. Et on a évoqué ce plan final. Alors, on va se poser la question maintenant. Alors, il y a aussi ce plan qui est intéressant, avec le cheval. Alors, qu'est-ce que ça fout là, ça, le coup du cheval dans le film? Est-ce que vous avez... C'est un petit souvenir, c'est pas un souvenir d'enfance à lui, c'est au niveau de son père, il y a des enfants qui sont peut-être ses neveux, et c'est l'idée de la peur. C'est-à-dire, à un moment donné, le cheval, il inspire la peur, mais il faut dépasser sa peur. Puisqu'en fait, quand on dépasse la peur, on trouve la beauté. Hein. Pour lui, le cheval, Tarkovsky, c'est quelque chose de beau et de noble. Voilà. Donc l'enfant, naturellement, voilà. Et dans le cheval, c'est aussi la conduite de sa vie, hein, l'idée de conduire. Alors, la question très simple, est-ce que ce... Voilà. Je vais vous entendre là-dessus, puis moi je vous donnerai la conclusion. Est-ce que ce film, beaucoup de gens ont dit que c'est un film pessimiste? Est-ce que c'est juste une dénonciation de la science sans conscience qu'on a bien vu? Est-ce que Chris renonce totalement à sa femme? Où est-ce qu'il est à la fin? C'est peut-être la question centrale. Et puis, qu'est-ce que ce film nous dit de la notion de l'altérité? Voilà. Alors, peut-être sur la question de à la fin, il est où? Sur la Terre, sur Solaris, votre interprétation? Mais Solaris. Il est sur Solaris. Oui, il est sur un des îlots qui s'est formé. Alors pourquoi il y a des îlots qui sont formés sur Solaris? Peut-être dans le vaisseau, sa conscience recrée des personnes de son passé, notamment sa femme. Et j'imagine que sur la planète, après, il y a chacun, en fait, la conscience va recréer des petits îlots. Chacun recrée son monde artificiellement sur la planète. Donc ça, et après, peut-être, le film s'arrête, mais peut-être que dans son monde, après, il est un peu maître de ce qui peut se passer, faire revenir qui veut. Donc c'est pas forcément pessimiste. Non, pas forcément. Ok, d'autres avis? Parce qu'il y en a qui ont vu le film comme étant un truc totalement désespéré et désespérant. Parce que ça a été une partie de la critique à l'époque. Hein. Non, moi je le vois pas pessimiste ni optimiste d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est une espèce de réflexion sur la vie et la mort, et puis le lien qui existe entre les êtres humains et le lien qui persiste quand les êtres humains sont décédés et qu'on n'a pas pardonné ou qu'on n'a pas réglé des problèmes par rapport aux décédés. Donc les liens persistent, et c'est ce qui est représenté dans ce film. C'est qu'en fait, même si les gens disparaissent, on reste tout le temps liés, et tant qu'on n'a pas réglé des problèmes psychologiques, on souffre. Et quand ces problèmes sont résolus ou que les pardons sont accordés, eh bien, les morts peuvent partir, s'en vont dans un autre monde. C'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, contrairement au film de Soderbergh où il veut sauver l'histoire d'amour du couple, là, la femme, à un moment donné, elle disparaît pour laisser la place aux îlots, puisque Chris Kelvin est arrivé au bout de son processus de deuil. Hein, et il s'est aussi peut-être pardonné à lui-même, mais il a vécu quelque chose d'un changement de conscience, et il a intégré finalement la mort dans la vie. Hein, ça s'appelle faire son deuil. Hein. Il y a plusieurs niveaux. Donc ce film peut-être nous parle de ça, effectivement. Alors, merci pour vos interventions. Je pense que vous aviez... donc c'est l'émergence d'un îlot, hein, on l'a vu, donc avec les nuages. Donc on a tous les éléments, on a l'eau, la terre. Hein. C'est très beau ce plan de l'île qui apparaît. Alors, moi je pense que finalement, les extraterrestres, c'est nous, hein, pour Tarkovsky, c'est ça.
Chris Kelvin, il regarde beaucoup le spectateur. Hein. Bon, l'homme, là, pour Tarkovsky, il va dans l'espace pour revivre ce qui a eu lieu, finalement. La planète, elle nous fait revivre des choses. Et quelque part, il y a une idée, alors d'un point de vue jungien, c'est de la quête d'une matrice non chutée, c'est-à-dire, regardez sur l'île, on a des problèmes, même l'idée d'aller sur Mars, c'est parce qu'en fait, sur la Terre, c'est le bordel, et on veut aller créer le paradis sur Mars. Mais si on ne change pas de mindset, on va refoutre la même merde sur Mars qu'on a mis sur la Terre. Oui. Mais l'idée que la course aux étoiles, ça va être... voilà. Et là, la planète prend l'homme au mot, c'est-à-dire elle lui fait revivre des trucs, alors que lui, il a envie de... Et donc, finalement, c'est intéressant, Solaris va générer des îles et plus des fantômes. Voilà, parce qu'à un moment donné, grâce au fait qu'il y a une évolution du personnage. Et là, il y a quelque chose d'assez beau. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'île, c'est le symbole de ce qu'on appelle le microcosme, c'est-à-dire du petit monde. Hein. C'est-à-dire qu'on dit que nous sommes potentiellement des îles, des îlots, des formes énergétiques, et que le film, c'est une méditation, finalement, sur le deuil et l'innocence perdue. Hein. Il y a toute une métaphore de l'exil de Tarkovsky. Tarkovsky va être obligé de partir de Russie, et il va venir en France. C'est là où il va rencontrer Chris Marker, et Chris Marker fait son film Les dernières années de vie de Tarkovsky. Et donc ce qui est très beau, c'est que Tarkovsky nous parle à un moment donné de la fonction de l'art. Et dans ses carnets, voilà ce qu'il dit sur la fonction de l'art. Je crois que c'est très intéressant. D'où la fonction du fait de montrer le tableau, qui est très important dans le film. Il dit la fonction de l'art, c'est de préparer l'homme à sa mort, de labourer et d'irriguer son âme, et de la rendre capable de se retourner vers le bien. Voyez. Donc mais aussi de voir la négativité potentielle, hein, de ce qu'on peut générer. Donc là, si je vous donne la vision de l'île, vous voyez, en alchimie, on a l'homme microcosme. On a un homme qui est sur une espèce d'île, de cercle. Et ça, c'était assez puissant, parce qu'en fait, les alchimistes disaient qu'il y a une correspondance entre le microcosme et le macrocosme. C'est très peu mis en scène au cinéma. Vous l'avez dans 2001, entre l'enfant étoile et la planète à la fin. Et là, vous l'avez... Même si Tarkovsky n'est pas film de Kubrick, il arrive presque à la même fin, c'est-à-dire de faire confondre la petite terre, la petite maison, avec le grand Solaris, l'océan. Et je vous rappelle que dans les mythologies, l'origine du monde, c'est un océan primordial, quand même. Ouais. Donc là, derrière ce film, on a, ça colle pas à tous les films, hein, la vision de l'alchimie et du microcosme et du macrocosme, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très très fort. Hein. Alors effectivement, si on reprend la question du macrocosme, l'univers, c'est bien entendu le résultat du passé. Hein. Le microcosme, c'est des parties inconscientes. Hein. Donc on a, pour Jung, effectivement, un inconscient collectif et individuel. Hein, le macrocosme, c'est aussi le monde des idées de Platon. Alors, tout ce que les gens ont vécu, ils ont désigné, c'est ce qu'on essaye de faire avec le cloud de Microsoft aujourd'hui. Si vous voulez, le transhumanisme et l'informatique singe des choses qui existent déjà, hein, ce qu'on appelle l'akasha chez les hindous et compagnie. Donc, c'est des choses intéressantes. Et puis, il y a le fameux problème de Faust, hein, de la question de est-ce qu'on peut, un être mortel, devenir immortel, et le problème de Faust, c'est que lui, il veut l'immortalité physique. Ce que Tarkovsky nous dit, c'est que l'immortalité est possible, mais à un niveau spirituel, à un niveau au-delà. Et quand on rejoint l'océan primordial, c'est-à-dire on change de niveau, hein, c'est-à-dire on passe à autre chose. Hein, on sort du monde de la mort, du monde des fantômes, pour entrer dans le monde de l'île, dans le monde de... l'île, c'est une métaphore de l'utopie. Hein, Thomas More et compagnie, Platon, enfin vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de métaphorique sur la fin, je pense beaucoup. Alors, le pacte faustien, voilà, hein, c'est ce que je disais, c'est aussi abandonner la gestion du vivant au scientisme. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, le culte de la vaccination obligatoire comme seule solution, hein, le culte de QR code et compagnie, on est quand même là-dedans. Il faut faire très attention. Les films que j'ai passés ces derniers temps, je le revendique. Et d'ailleurs, ils se sont fait des fois, je n'ai pas choisi de façon très consciente les films, mais ils nous avertissent de ça, hein, de cette question de la science sans conscience, et puis de cette idée qui est le projet transhumanisme d'Elon Musk, à un moment donné aussi, de nous mettre des trucs dans le cerveau, et puis de prolonger la vie ad vitam, mais une vie matérielle. Ça, c'est le pacte faustien qui est terrible. Voilà. Et les films un peu comme cela nous montrent que c'est totalement pas possible et pas souhaitable. Et effectivement, le délire de Kelvin, hein, alors, il va citer à la fin plein de citations, il va citer Nietzsche sur l'Antéchrist,
Est-ce que la pitié est une faiblesse? Il va citer Tolstoï, comment on peut aimer l'humanité, hein, et comment on se comporte dans une situation inhumaine. À un moment donné, c'est Carrie qui lui dit, dans une situation humaine, l'homme vrai il se comporte de façon humaine. Hein. Donc, il faut retrouver notre part d'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité, elle est devant un gros challenge aujourd'hui, sur rester humain malgré tout ce qui se passe, les différentes crises qui nous menacent. Et voilà, je pense que ce film il est très intéressant pour ça. C'est la crise de conscience de ce personnage. Et puis l'idée de aimer l'humanité quoi qu'il en soit. Hein. Il y avait un des derniers albums de Christophe que j'aimais beaucoup, le chanteur, ça s'appelle « Aimer ce que nous sommes », même si nous ne sommes pas grand-chose. Et donc avoir de la compassion, tout le contraire de ce qu'a fait un certain monsieur qui est soi-disant président de ce beau pays, dans certaines déclarations. Je me permets de le dire parce que ce qui se passe est honteux. Voilà. Et moi j'ai travaillé pour l'État pendant des années et j'ai honte en ce moment. Voilà, je vous le dis, je vous partage parce que vous venez, ça suffit de se taire. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut même aimer ces gens-là à un moment donné, vous voyez, c'est le truc. Et même arriver à leur pardonner, que c'est pas simple. Parce que aussi c'est un moyen de nous aider, de nous faire. Voilà. Alors on va conclure. Hein. Voilà, ce film, c'est le pari d'une altérité totale, hein, si vous voulez, d'un amour inconditionnel de l'humanité. Le visiteur, c'est un autre nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de regarder le cheval, le visiteur. Hein. Et Chris fait face à sa culpabilité, il pardonne, il renoue même avec sa mère, le visage de sa mère. Il comprend la genèse de tout ça. Et finalement, quelque part, il se sacrifie, comme Tarkovsky se sacrifie, il reste sur Solaris, mais parce qu'il sait qu'il a établi le contact avec Solaris. Et une des preuves, c'est qu'au début, il y a la nature, vous avez vu, dans le vaisseau, il y a une espèce de petite plante qui est en train de pousser. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Hein, Il se sacrifie pourquoi, par contre? Pardon? Il se sacrifie, mais pourquoi, du coup? Alors, il se sacrifie parce qu'il pourrait totalement revenir sur Terre, hein, reprendre sa vie, parce qu'en fait, si vous voulez, il expérimente qu'est-ce qui se passe dans cette île sur laquelle il va vivre sur Solaris. C'est comme si le mec qui va rester sur Mars, il va expérimenter que la vie ailleurs est possible. Après, j'imagine que c'est une question d'interprétation, mais je trouve que c'est très russe comme film, donc à mon sens, c'est pessimiste pour moi. Ouais. Et je considère, pour nous en tant qu'Européens, le point russe, à mon avis, c'est pas si pessimiste que ça, c'est un peu... Alors, moi je pense que Tarkovsky, si vous voulez, même s'il a un côté russe, je pense que ce film est universel. Ah non, il n'y a pas photo, c'était question de... Moi, je trouve que ce personnage fait il a un côté extrêmement sensuel. C'est vrai que quand on voit le film 2001, Odyssée de l'espace, les personnages ont un côté extrêmement presque mécanique, très taillé comme ça, avec des combinaisons. Ils sont durs, très américains. Celui-ci, il est tout en... Ah ben c'est l'anti-2001, mais paradoxalement, il conclut, si vous voulez, même si effectivement... En fait, il a fait ce qui manquait à 2001. Hein, oui. 2000, en fait, il a encore gardé une dimension très humaine. Voilà. Il n'est pas du tout dans la robotisation 2001, des Américains. Mais 2001 dénonce aussi, avec Hal, le fait que le transhumanisme, la robotique, l'intelligence artificielle transforme l'homme en homme-machine. C'est ce qu'on voit, c'est le constat qu'il fait Kubrick quand même. Hein. Là, on est sur autre chose. Et si vous voulez, le point central, et je termine là-dessus, par rapport aux trois films que j'ai vus après, hein, je ne l'ai pas vu, mais c'est la question de l'eau. Hein, parce qu'en fait, l'élément eau est présent dans tous les films. Donc à la fin, il y a cette idée de revoir l'idée de l'eau, mais bon, les livres, ils ne servent plus à rien, ils sont mouillés. Hein. L'eau, c'est la... Alors, c'est quoi hein, dans The Thing, c'est finalement le métamorphe, on a la guerre de tous contre tous. C'est la glaciation. L'Alaska, on est dans la glaciation, on est dans le Kali Yuga, l'âge sombre, voilà. Dans le deuxième film, on est plutôt dans une évolution de la vie. Hein. Les extraterrestres, c'est presque des... On pense peut-être qu'ils viennent de sous l'eau, hein, on peut imaginer. Et il faut trouver ce qu'on appelle le Liber Mundi, c'est-à-dire trouver un langage de communication universel. Et ce point de communication universelle, c'est l'idée du temps cyclique, de l'idée de l'éternel retour, qui peut être une prison aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le troisième film, il y a un troisième niveau, c'est le lien entre notre petit monde, nous-mêmes, ce que nous sommes, et le macrocosme.
Et effectivement, la planète miroir de nos pensées. Et ça, c'est assez fondamental. C'est l'eau, si vous voulez. On se rend compte aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur l'eau. Il y a un documentaire qui a été fait par l'INRES sur l'eau miroir de la conscience. Et c'est assez fondamental. Une des clés de la guérison aujourd'hui, c'est de purifier l'eau par rapport à plein de choses qui arrivent. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, je conclue là-dessus, parce que là je vais sortir un livre qui parle de ça, et il y a un colloque, si certains d'entre vous sont au sud de la France, là, la semaine prochaine, il y a un colloque à Rennes-les-Bains sur l'alchimie du cinéma, et je voulais vous montrer d'autres films, parce que c'est les vacances, on va reprendre au mois d'octobre, l'idée d'un process alchimique qui est très beau, parce que moi j'avais vu Ad Astra, que je trouve très beau et un peu similaire, dans le process de deuil. Je pense que Ad Astra est un meilleur hommage à Solaris que le Solaris de Soderbergh. Bon. Parce que Ad Astra, c'est par des voies ardues jusqu'aux étoiles. Et j'ai revu dernièrement, Potemkin a restauré aussi la trilogie de Kieslowski, qui est aussi dans le genre, un truc fabuleux. Je crois que ça a été repassé ici. Voilà, je vous remercie de votre présence. Donc vous avez le site internet ultrazonetv.fr sur les chroniques de films, et les séances filmées de l'ensemble des trilogies. Et là, on vient de conclure les extraterrestres. Donc c'est sur Libermundi, sur YouTube. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, n'ayons pas peur des extraterrestres, parce que finalement, nous sommes des extraterrestres. Voilà. Merci.